Et notre invitée politique ce matin, c'est Johanna Roland. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, maire socialiste de Nantes, présidente de l'association France Urbaine. C'est l'association qui regroupe les élus des grandes villes et des métropoles. On va en parler bien sûr avec vous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui dirige le bureau parisien de votre journal Ouest France. On commence par Emmanuel Macron qui préside ce matin un conseil de défense sur la crise sanitaire, conseil de défense qui a été avancé. La deuxième vague est là, elle est forte, alerte Jean Castex. Emmanuel Macron qui va prendre la parole demain soir à 20h. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ? Écoutez, je crois que les Français, ils ont besoin de clarté et de lisibilité. Nous sommes dans une situation difficile, il ne faut pas se le cacher, dans une situation relativement grave et je crois que nous devons tous prendre la mesure de ce qui est en train de se produire dans notre pays. Quand on est dans un tel moment de crise, je crois qu'on a besoin d'éviter au maximum les stop and go, les décisions contre décisions, pied, changement de pied. Tout le monde peut comprendre que les mesures évoluent, parce que l'épidémie, elle évolue. Et donc c'est logique, c'est normal que la réponse, elle soit graduée, proportionnée. Mais je vais juste prendre un exemple. Rappelons-nous avant l'été ce qui s'est passé dans les écoles. Les maires étaient en première ligne à ce moment-là sur ce sujet comme sur bien d'autres. Et quand les Français, on leur donne une indication, puis une autre 48 heures après, forcément, ça crée de la confusion. Donc je crois que ce dont on a d'abord besoin, c'est de clarté. Elle vient seulement du gouvernement, cette confusion, ou est-ce que c'est pas aussi la profusion de paroles publiques, d'experts, cette espèce de gloubi-boulga autour de cette maladie que personne ne comprend, ou qu'on ne comprend plus ? D'abord, moi je fais partie des élus qui considèrent que dans ce moment, il faut faire bloc. Il faut être soudés collectivement et que le temps des critiques, le temps de la controverse, il viendra après la crise. D'abord, il faut assumer. D'abord, il faut assurer. C'est l'état d'esprit qui est le mien comme présidente de France Urbaine, qui est le nôtre avec les maires et les présidentes de métropole. Mercredi dernier, nous avons eu un travail avec le Premier ministre dans lequel nous avons dit notre esprit à la fois constructif et exigeant. Nous avons fait un certain nombre de propositions, de méthodes. Pour commencer, je vais vous donner un exemple très concret. Pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir la bonne analyse d'abord de la situation. Et aujourd'hui, les indicateurs bougent trop souvent. Les périmètres ne sont pas les mêmes. Par exemple, le taux d'incidence des personnes de plus de 65 ans, aujourd'hui, il n'existe pas et donc il n'est pas transmis à l'échelle métropolitaine. Il n'existe qu'à l'échelle régionale. Ça peut paraître technique, mais en même temps, on comprend bien que si on veut prendre les bonnes décisions, il faut avoir les bonnes données. Les bons indicateurs. Ensuite, nous lui avons fait part de notre préoccupation que ces mesures, elles soient comprises et acceptées dans la durée. Parce qu'on voit bien qu'il faut se projeter sur le fait de vivre avec cette épidémie pendant encore certainement plusieurs mois. Là aussi, un exemple concret, nous avons proposé que pour les jauges, qui sont aujourd'hui dans de nombreuses villes à 1000 personnes dans les grands équipements, on puisse avoir quelque chose qui soit au prorata du nombre de mètres carrés. Je m'explique. Entre un stade où vous pouvez mettre 60 000 personnes et un équipement sportif où vous pouvez mettre 3000 personnes. Comment expliquer dans la durée aux Français qu'on peut accueillir le même nombre de spectateurs ? Il y a besoin de règles, il y a besoin de clarté. Moi, je comprends que le gouvernement ait besoin de prendre des décisions difficiles, mais pour que ça fonctionne, il faut que les maires soient associés, concertés, parce que de fait, nous sommes en première ligne. Et c'est suffisamment le cas ? Écoutez, il y a eu des ratés dans la séquence précédente. Cela s'est vu, je crois, dans un certain nombre de villes. Je crois pouvoir dire que depuis une dizaine de jours, les choses vont dans un sens plus positif. En tout cas, je peux témoigner que l'échange que nous avons eu avec le Premier ministre était constructif. Maintenant, on attend les faits, les résultats et la traduction opérationnelle de ce qu'on a demandé, y compris parce qu'il y a des vraies différences selon le pays. Dans ma région, aujourd'hui, le dialogue existe avec le préfet et l'agence régionale de santé. Je peux vous dire que certains de mes collègues n'ont pas le même vécu. Donc nous avons demandé au Premier ministre que des consignes soient passées pour qu'il en aille de même dans toutes les grandes villes du pays. Comment ça se passe à Nantes, la situation de la ville ? C'était plutôt, les chiffres étaient plutôt pas mauvais, les choses évoluent ? Écoutez, je suis très très prudente à ce stade. Je pense que dans les jours qui viennent, nous risquons de passer en vigilance renforcée. Donc pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas l'alerte maximale, comme ça peut l'être à Paris par exemple. C'est le stade en dessous. Nous nous préparons à passer à cette étape dans les jours qui viennent. Un mot sur le plan économique et social, bien sûr, parce qu'il y a des conséquences de cette crise sanitaire sur le plan économique et social. Est-ce que pour vous, le plan de relance qui est examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale est la bonne réponse ? Ce plan de relance, il est nécessaire. Il a des vraies qualités, il faut les reconnaître. Il est relativement massif et il est relativement réactif. En revanche, il y a au moins deux sujets
qui m'interrogent. D'abord, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses sur la transition énergétique. Quand on regarde, en fait, la France ne fait que se conformer aux orientations de l'Europe sur ce sujet. Du coup, on peut se demander où est le degré de volontarisme politique, le degré de proactivité du gouvernement sur ce sujet. Et puis, plus encore, quand on mesure que le budget consacré par le plan de relance à la question de la lutte contre la précarité, de la lutte contre la pauvreté, c'est 0,8%, alors là, oui, il y a un problème. Nous allons connaître une véritable crise sociale. On le voit dans nos villes. On a deux types de situations. Des gens qui étaient déjà dans des situations de pauvreté et qui le sont encore davantage, et un certain nombre de Français qui vont basculer pour la première fois de leur vie dans des situations de précarité. C'est un couple où l'un était en intérim et l'autre au chômage partiel, intérimaire, première victime de cette crise. Ça doit nous interroger. Est-ce que la relance, c'est forcément la relance à l'identique du modèle précédent? Si je reste sur cette question des intérimaires, ils sont les plus pressurisés quand le système va bien et les premiers dehors quand le système va mal. Est-ce qu'on veut s'évertuer à reproduire un modèle à l'identique ou est-ce qu'on veut en tirer des leçons et inventer un modèle plus qualitatif, plus respectueux de la planète, plus respectueux des hommes et des femmes? Donc sur cette question de la lutte contre la précarité, alors que les villes agissent. Dans ma ville, on a déjà mis 4 millions en plus comme aide pour les personnes les plus en difficulté. J'ai annoncé la semaine dernière le doublement du fonds d'aide aux jeunes. Et pendant ce temps-là, j'entends le gouvernement qui dit qu'il ne veut pas d'un RSA jeune. Très bien, le RSA, c'est un moyen. La question, c'est si ce n'est pas le RSA jeune, quelle est la réponse? Parce que personne ne peut fermer les yeux sur le fait que cette génération, vraiment, est une de celles qui va être les plus en souffrance dans cette crise. Qui a les clés sur ce type de problématique ou quel est le bon échelon pour la gestion de la pandémie? Vous évoquiez tout à l'heure le couple maire-préfet. On voit que pour le plan de relance, l'idée du gouvernement, c'est plutôt d'associer les préfets de région avec les présidents de région. Quid des départements, par exemple, pour l'action sociale, ou des métropoles? Est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer? Et est-ce que là, en termes de coordination, les choses se passent bien ou on est dans un angle mort? D'abord, moi je suis pour un État fort et un État stratège. Je suis une fervente partisane de décentralisation, de plus de décentralisation. D'ailleurs, ce matin, dans le cadre de France Urbaine, on aura un échange avec Jacqueline Gouraud pour lui dire ce que nous attendons de cette nouvelle loi dite 3D. Mais plus de décentralisation, ça ne veut pas dire un État qui ne soit pas un État stratège. Quand on pense à toutes les questions, tous les enjeux de relocalisation industrielle, par exemple, évidemment que c'est à l'échelle du pays que ça se passe. Je pense qu'on a besoin de clarté, là aussi. Un État fort et stratège sur le régalien, sur un certain nombre de sujets stratégiques, mais la main laissée au territoire. Et selon les sujets, ce n'est pas forcément la même échelle. Vous avez évoqué l'échelle régionale. Elle est intéressante pour bon nombre de sujets, mais je crois qu'elle ne suffit pas. Pour le social, les départements jouent un rôle, notamment au titre du RSA, mais évidemment, les grandes villes et les grandes métropoles agissent. Évidemment, regardez le nombre de villes qui ont pris des mesures d'urgence sociale. Je vous cite encore un exemple nantais, vous me le permettrez. Pendant le confinement, on a octroyé une aide de 100 € par enfant aux familles. Pourquoi? Parce que sur le terrain, les habitants nous disaient « c'est le confinement, mes enfants ne vont plus à l'école, j'ai 3 enfants, je ne m'en sors pas sans cantine ». Et je peux vous citer de nombreuses villes qui ont pris ce type d'exemple. Mais s'il n'y a pas, avec cette action des villes, en conjugaison, un État qui pose des actes sur ce sujet, qui prend la mesure du niveau de précarité qui va exploser dans le pays, alors nous serons tous en difficulté. Stéphane, un mot sur le social, notamment à Nantes. Moi, j'avais une question très nantaise aussi sur les difficultés qui peuvent monter. Est-ce que vous redoutez un retour de manifs compliqués à Nantes? Il y a eu par le passé, il y a eu des choses un peu difficiles autour de Notre-Dame-des-Landes, la loi travail, etc. Est-ce que vous sentez qu'au niveau du climat social, les choses pourraient se tendre à nouveau? Est-ce que vous le redoutez? Aujourd'hui, franchement, ce que je redoute plus, c'est les situations économiques difficiles pour un certain nombre d'entreprises, y compris les commerçants du centre-ville, qui ont en effet pu avoir des conséquences négatives d'un certain nombre de moments de dérapage de mobilisation tels que vous les évoquez. Parce que rappelons que le droit de manifester, ce n'est pas le droit de casser. Et que normalement, on devrait pouvoir avoir ces moments de manifestation de manière respectueuse, de manière tranquille. Donc non, aujourd'hui, je n'ai pas d'alerte particulière.
Mais en même temps, on sent bien que la société est quand même tendue, que la société est quand même fragmentée et que oui, il peut y avoir là demain un terreau de mobilisation. Mais vraiment, ma préoccupation aujourd'hui, c'est d'abord la question économique et de l'emploi. Et pourtant, je suis dans une région qui va bien. Alors imaginons à l'échelle du pays ce que ça peut donner. Même si là aussi, je crois qu'il faut éviter d'avoir une lecture binaire. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Avant l'été, à Nantes, je ne voyais que des chefs d'entreprise qui me disaient le pays va entrer en récession et à Nantes, nous serons donc en grande difficulté comme ailleurs. Le message qu'il m'envoie aujourd'hui est beaucoup plus contrasté. Il y a des secteurs en grande difficulté. C'est le cas pour l'aéronautique, c'est le cas pour l'industrie, c'est le cas pour l'hôtellerie et le tourisme. Nous avons d'ailleurs, dans le rendez-vous avec le Premier ministre, insisté sur cette question de la filière tourisme qui ne nous semble pas encore assez pris en compte par le gouvernement dans la situation d'aujourd'hui. Mais il y a aussi des filières qui vont bien, des secteurs qui vont bien, et même des entreprises en croissance. C'est heureux parce qu'on a besoin de cette dynamique-là pour maintenir une dynamique d'emploi. On va parler de sécurité, Johanna Rolland et Gérald Darmanin qui reçoit cet après-midi les syndicats de policiers pour répondre au malaise de la profession, après notamment l'attaque ce week-end du commissariat de Champigny-sur-Marne, après l'agression il y a quelques jours de ces deux policiers. Est-ce que finalement Gérald Darmanin il n'avait pas raison de parler d'ensauvagement ? Je ne crois pas, non. Vraiment, je ne pense pas parce que, comme la situation est difficile en matière de sécurité, justement parce qu'elle est difficile, moi je crois qu'on a besoin de paroles apaisées. On a besoin de fermeté républicaine, mais je ne crois pas que ce type de mots, qui vise d'abord un passage médiatique, amène deux solutions sur le terrain. Il y a 18 mois, les maires des 10 plus grandes villes du pays ont interpellé le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire attention, prenez la mesure de ce qui est en train de se passer. Dans nos villes, nous avons besoin d'une police de sécurité du quotidien. On a aujourd'hui au moins deux grandes questions. Le nombre de forces qui sont affectées en Île-de-France et celles qui sont affectées dans le reste du pays. Et le nombre de forces qui sont affectées au maintien de l'ordre public, et on peut le comprendre, mais donc celles qui ne sont pas affectées ni à la police d'investigation, celle qui permet de chercher les choses à la source, de traiter la lutte contre les trafics, la lutte contre les ventes d'armes, la lutte contre tout ce qui est à l'origine des délinquances qui rendent aujourd'hui la vie compliquée dans un certain nombre de grandes villes du pays, ni de police de sécurité du quotidien. Nous avions émis cette alerte et là aussi, nous avions fait un certain nombre de propositions. La politique de sécurité, ça ne peut pas être la politique du chiffre. Je le dis parce que nous, les maires, on est inquiets de voir revenir au galop cette politique du chiffre qui ne règle pas concrètement les questions sur le terrain. Alors concrètement, il y a eu un contrat, ce qu'on appelle les contrats de sécurité intégrés. Ça a été signé vendredi par Jean Castex et Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, qui est l'ancien président de France Urbaine d'ailleurs. D'un côté, l'État apporte des moyens humains, des moyens matériels pour la justice, pour la police, et de l'autre, les municipalités s'engagent à mettre elles aussi des moyens, notamment des policiers municipaux supplémentaires, comme ça a été le cas à Toulouse. Est-ce que ces contrats de sécurité intégrés, c'est la bonne réponse ? Est-ce que vous encouragez les autres métropoles à les signer ? Je crois que c'est une piste intéressante, oui, tout à fait. À Nantes, je m'y suis engagée au moment de la campagne électorale. D'ailleurs, j'avais appelé un nouveau contrat nantais en matière de sécurité en disant « il faut que chacun fasse son boulot ». Moi, je mettrai sur la table avec mon équipe 70 policiers municipaux supplémentaires en plus. Nous allons élargir les horaires de la police municipale jusqu'à 2h du matin. Nous allons travailler sur certains lieux spécifiques avec notamment une action particulière sur le centre-ville. Mais il faut aussi que l'État prenne sa part. Parce que nos polices municipales, aussi compétentes soient-elles, aussi engagées soient-elles, ce n'est pas elles dont le métier, c'est de lutter contre le trafic de Kalachnikov ou contre le trafic de cocaïne. Dire ça, faire croire ça, c'est mentir aux Français. Et le résultat de l'histoire, c'est que, 1, on ne réglera pas les questions de sécurité si on est dans cette forme d'usurpation, et 2, on fait monter le Rassemblement national quand on ne règle pas les questions de sécurité. Donc que ce soit sur le plan du quotidien ou sur le plan politique, ce n'est pas constructif. Donc oui, je crois que les contrats de sécurité peuvent être une piste s'il y a des moyens derrière. Et s'il y a des moyens dans la durée, parce que si c'est à chaque fois qu'il y a un fait divers, à chaque fois qu'il y a un maire qui se fâche, à chaque fois qu'on tape sur le poing sur la table et qu'il y a de l'émotion, que du coup il y a 30 policiers d'amener, c'est pas une projection. D'abord, ça pose des questions d'équité entre les grandes villes et ça permet pas de construire les choses sereinement. Et puis enfin, et je veux le dire parce que c'est un sujet qui monte dans nos villes, là où on veut recruter des policiers municipaux supplémentaires, nous avons tous des difficultés de recrutement. Nous lançons des appels à candidature, nous manquons parfois de candidats, et donc je crois qu'il faut s'interroger en amont. Quel est aujourd'hui le regard des Français sur leur police républicaine ? Quelle est la reconnaissance
de ces métiers, quelle est la pénibilité de ce métier. Il y a là un chantier à moyen terme qui me paraît à ouvrir. Vous évoquez le trafic de cocaïne et de Kalachnikov, vous parlez en connaissance de cause, ce sont des problématiques qui touchent Nantes. Qui touchent toutes les grandes villes du pays quasiment aujourd'hui, dont Nantes en effet. D'accord. Et il y a aussi dans l'Ouest en fait une problématique autour des mineurs non accompagnés, notamment à Rennes, à Nantes, à Brest, avec des réseaux qui se sont mis en place, qui partent du Maroc et d'Algérie. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aider les enfants qui sont pris dans ces réseaux et pour régler ces problèmes de délinquance de voie publique qui montent très fortement dans les villes de l'Ouest et peut-être dans d'autres villes du pays? Il y a depuis 2 jours un travail de reportage fait par vos confrères de Ouest France sur ce sujet que j'invite les uns et les autres à lire parce que je me permets de le dire, il me semble d'une grande qualité, d'un travail d'investigation qui essaie de poser les choses loin des clichés. Loin des clichés, ça veut dire que, évidemment, je le pose en préalable, il n'y a aucun amalgame entre migrants et sécurité. Ça, c'est un élément de départ que je veux poser. Qu'ensuite, oui, il y a plusieurs sujets sur ces mineurs non accompagnés. D'abord, la question de l'âge, dont on sait qu'elle fait débat. Ensuite, la question des moyens donnés aux départements pour qu'ils puissent bien remplir leur mission d'accueil et d'accompagnement. Je le sais parce qu'en Loire-Atlantique, c'est un sujet sur lequel le département se mobilise beaucoup et en même temps sur lequel, parfois avec d'autres, il tire la sonnette d'alarme. Il y a des questions de réseau d'exploitation derrière. Il y a aussi les enjeux de dialogue avec les pays concernés. Quels sont les accords qui existent? Comment aujourd'hui, là aussi, il y a des règles du jeu posées. Et puis, il y a des entreprises économiques qui exploitent cette détresse humaine. On sait aujourd'hui que certains livreurs à vélo de grandes chaînes de distribution font partie de cette jeunesse exploitée. Sur l'écologie, autre sujet, l'écologie, les membres de la Convention citoyenne pour le climat demandent dans une lettre écrite hier soir un engagement ferme et public de la part d'Emmanuel Macron sur le respect des propositions issues de leur convention. C'est finalement une forme de pression sur le chef de l'État. Est-ce que vous les soutenez? Oui, je les soutiens. Parce que je crois qu'au-delà de la notion de pression, c'est d'abord des hommes et des femmes qui se sont engagés sincèrement dans cette convention. Un Nantais fait partie de cela. Et je peux vous dire, pour en avoir échangé avec lui, qu'il est arrivé dans cette convention plein d'enthousiasme, plein de bonne volonté, en ayant vraiment envie de faire confiance à ce processus qui était, il faut le dire, une forme d'innovation démocratique qui existait déjà dans les territoires, mais qui n'avait pas existé à l'échelle nationale. Et moi, je crois que c'est très important dans cette période de redonner la parole aux citoyens. Alors forcément, quand ils ont l'impression que ce qui a été proposé au départ est petit à petit laissé de côté, parfois même un peu moqué, la parole malheureuse sur les Amish, alors que les citoyens de cette convention avaient exprimé des doutes, proposé une méthode, demandé une évaluation, les interroge aujourd'hui. Je crois qu'ils sont dans leur rôle en appelant au respect de la démarche qui a été engagée. Et justement, on va parler de la 5G. Alors sur la 5G, comment est-ce que la ville se positionnera? Parce que ça faisait partie de l'accord électoral que vous aviez passé avec les écologistes au mois de juin, dans la perspective des municipales, d'avoir une réflexion sur le déploiement de la 5G. Aujourd'hui, comment vous allez mettre ça en œuvre? Moratoire, pas moratoire? Quelle forme ça va prendre à Nantes? D'abord, moi, je crois que sur ce sujet, il faut avoir un débat apaisé. Si vous me permettez de dire les choses de manière directe, il faut arrêter de monter dans les tours. Je pense qu'on peut un peu se détendre sur cette question. Enfin, on est en période de crise sanitaire. Notre sujet, c'est le nombre de lits qu'on va avoir dans les réa. Donc, je pense que si on met les choses à leur juste étiage, c'est mieux pour essayer d'avancer tranquillement. À Nantes, nous sommes engagés sur un moratoire sur le déploiement de la 5G, le temps d'un débat local. Je pense qu'il y a au moins 4 questions qui se posent sur ce sujet. Un sujet de développement économique et donc d'emploi, et forcément dans la période actuelle, c'est encore plus important que d'habitude, si j'ose dire. On a un sujet d'usage, parce que si je vous dis, est-ce que vous voulez la 5G pour la télémédecine? Forcément, vous avez envie de me dire oui. Mais si je vous dis, est-ce que vous voulez la 5G pour que vos ados téléchargent encore plus vite sur leur portable leurs vidéos, pas sûr que vous ayez envie de dire oui et que c'est la priorité de la société. Donc il y a un sujet d'usage. Il y a des questions de santé. On attend le rapport de l'ANSES, même si on sait que toutes les réponses ne seront sans doute pas là. Il n'empêche que quand il y a un rapport de commandé, en général, c'est quand même mieux de l'attendre qu'il soit remis pour que des décisions soient prises. Je constate que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le calendrier que le gouvernement a retenu. Et puis il y a aussi une question de souveraineté industrielle. Donc moi, je veux tranquillement, sereinement, qu'un débat apaisé puisse se faire autour donc du moratoire, sujet. Mais quand vous entendez... Non, moratoire sur le déploiement, le temps
du débat. C'est très important, parce que ce n'est pas une question d'être pour ou contre cette technologie. Le sujet, c'est de dire... Il ne s'agit pas de rejeter, mais de débattre. Absolument, du sujet. de dire... On peut faire confiance à l'intelligence collective des habitants. On peut faire confiance à la capacité de la société de se saisir aujourd'hui de sujets qui interrogent et de les mettre au débat pour ne pas subir finalement les choses. Mais ce débat, il faut qu'il soit national et c'est pas un débat. Il n'aurait pas de sens. Ce que je vois en tout cas, c'est qu'il monte dans de nombreuses villes du pays, dans de très nombreuses villes. Donc la question d'un débat national pourrait se poser en effet. Et dernière question, Stéphane, pour vous, il reste 1 minute sur Nantes. Oui, juste une question sur je reviens sur la période. Vous avez développé un certain nombre de coronapistes à l'occasion pendant à la sortie du confinement, pardon. Quel est le premier bilan que vous pouvez en faire? L'usage du vélo a explosé, mais ça règle pas les problèmes de bouchons. Et ça crée aussi quelques tensions entre les usagers de la route à Nantes. Le premier bilan, c'est qu'on a plus 10% de cyclistes et moins 10% d'automobilistes. Donc ça, c'est le premier bilan factuel. Le deuxième bilan, vous avez tout à fait raison, c'est que ça provoque quelques réactions. C'est un peu tendu. Et c'est assez naturel. La méthode, c'est quoi? On a lancé, il faut le rappeler, ces coronapistes au moment du déconfinement. Pour quelle raison? Parce qu'on savait que pour des questions sanitaires, on ne pourrait pas accueillir autant de personnes que d'habitude dans les transports en commun. Et si on ne voulait pas que ça se traduise automatiquement par plus de voitures et donc plus de bouchons, il fallait développer des offres alternatives. Donc là, on va entrer maintenant dans une phase d'évaluation. Il y a un site internet qui est ouvert. Quand je vois comment les Nantais se mobilisent sur ce site internet, je ne doute pas que nous aurons de la matière. On a un groupe de citoyens évaluateurs qui est mobilisé, une quarantaine de personnes. On se fait accompagner aussi pour avoir une évaluation quantitative et qualitative. Tout ça va pouvoir être mis à la discussion collective au mois de décembre. Et en janvier, ce sera le temps des décisions. À quel endroit on continue, à quel endroit on arrête et à quel endroit on modifie. Et une dernière question sur le drapeau, Stéphane. Oui, alors le Gwenadu va flotter sur la mairie en décembre, c'est ça? C'est la décision que vous avez prise? Oui, nous avons échangé de ce sujet avec la diversité des associations bretonnes et nous avons acté qu'au mois de décembre, qui serait une semaine consacrée d'un point de vue culturel à la question bretonne, y compris avec un concert de Triane, groupe historique nantais. Donc ce sera une semaine, pas plus. Ce sera l'occasion de hisser le drapeau breton. Une semaine, pas plus. Non, qui aura vocation à y rester, mais ce sera à l'occasion de Et sur la Bretagne, à 5 départements, comment est-ce que vous positionnez, vous, personnellement? Moi, je pense qu'il y a 2 sujets. Il y a celui du respect de l'expression citoyenne et celui du redécoupage administratif. Ma position personnelle n'est pas d'être favorable au rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. C'est une position connue. Je m'étais exprimée au moment de la question de la fusion des 2 Bretagnes. J'y étais avec la maire de Rennes favorable. Cette option n'a pas été retenue. Ce sujet est donc derrière nous. Dans ce mandat, je m'engagerai à renforcer les coopérations. En revanche, il y a un sujet démocratique. Plus de 105 000 personnes sur notre territoire se sont exprimées. Le dialogue citoyen, ce n'est pas quand ça nous arrange. Donc oui, j'ai pris l'engagement et je le tiendrai que dans ce mandat, et sans doute dans la première année de ce mandat, nous mettrons au débat du conseil municipal un vœu sur ce sujet, parce que je crois que quand on ne donne pas de débouché démocratique à une expression citoyenne, eh bien là aussi on ne se met pas en situation d'une démocratie apaisée. C'est un engagement que j'ai pris dans la campagne et qui naturellement sera tenu. Et merci beaucoup. Merci Johanna Roland d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane. On regarde la une de Ouest France à lire aujourd'hui. Grippe, tout savoir sur le vaccin, c'est à lire dans Ouest France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au Club des Territoires.